Il vient fraîchement, voilà, j'arrive et il vient fraîchement du Nord Kivu. Il a assisté au massacre qui a eu lieu dans cette province. Lui, c'est Ishara Boutaragaza Johnson. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Voilà, vous êtes cadre de LGD, Ouais. parti du sénateur Matata Ponyo. Exact. Aujourd'hui, il a répondu, Matata, à la Cour constitutionnelle. Il était présent. Oui, il était présent contre toute attente parce que le sénateur Matata, c'est un homme d'État. Depuis le début de ses procès, il a clamé à son innocence, que c'était une affaire dans laquelle il n'avait rien à voir. Mais au départ, parce qu'il s'agissait d'un procès politique, on ne l'a pas cru. Mais il a dit, je vais accompagner le processus jusqu'à la fin. Mais moi et toi, M. Kilolo, on est conscient que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur le dossier. Et officiellement parlant, les dossiers devraient être classés. Mais quand on reprend encore le dossier, lui-même, il s'est prononcé pour dire que ce n'était pas normal parce que l'état de droit dont on veut parler, ici, la justice doit être distributive. Autant on est traité de la même manière, on est au pouvoir comme on est dans l'opposition, on a une seule loi et on doit répondre qu'à ça. Et aujourd'hui, le sénateur Matata était là parce que la fois passée, lors de la récente comparution, il n'était pas là, mais les avocats étaient là et il était à Kindu. Mais parce que la population de Kindu, qu'il avait bloqué de ne pas quitter la ville, enfin, il a demandé à cette population de lui laisser partir. Cette fois-ci, il a convaincu cette population. Il a convaincu cette population. Et la population a accepté. La population a accepté, mais à condition qu'on suive de près ce qui va se passer à la Cour constitutionnelle. Il est arrivé. Parce que dans beaucoup de bruit, que ce soit dans le média, on a dit non, Matata ne sera pas là. Non, il est toujours serein, je rappelle, parce que quand on se reproche de rien, on n'a pas peur également de répondre à un appel comme celui-là. Curieusement, il arrive, comme ça a été le cas à la première comparution, les avocats de Kobler, comme les avocats de l'ancien gouverneur, ils n'avaient pas encore accès au dossier. Et on arrive également aujourd'hui, les avocats du sénateur n'ont pas encore accès au dossier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est la bonne question. C'est à la Cour constitutionnelle de répondre au peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une fièvre électorale. On devrait éviter certains indices qui chaufferaient certaines sensibilités. Matata s'étant déjà déclaré candidat président de la République depuis le 3 mai 2022, je pense qu'à un moment, on devrait avoir également des égards envers lui, étant que... Mais là, cette remise-là profiterait à qui? À Matata ou à ses détracteurs? Je pense que cette remise profite davantage à ses détracteurs. Mais en fait, ça n'arrange pas souvent les choses parce que vous allez retenir, monsieur le journaliste, quand on a annoncé le premier calendrier électoral, il était prévu que la CENI convoque le dépôt des candidatures le premier et à partir du 2, on devrait déjà commencer à déposer. Parce qu'ils étaient déjà prévenus que le sénateur Matata allait déposer même les 2, mais on a mis déjà le procès au 4, ce n'est pas grave, mais sachant qu'il était déjà à Kinshasa, prêt à déposer sa candidature président de la République les 2, on a dit au niveau de la CENI, non, on va seulement annoncer, mais le dépôt commence le 8, pour permettre à la Cour constitutionnelle, le 4, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, de faire ce qu'elle pouvait faire. Mais on ne peut jamais aller en dehors de la vérité. Mais curieusement, en arrivant, par rapport à la procédure, comme je l'ai dit, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne forçait pas. Surtout quand on est suivi par tout un peuple. C'était relayé, c'est suivi par le peuple congolais en général et la communauté internationale. Donc, bien qu'on peut souhaiter commettre certaines erreurs politiques, mais il y a certaines erreurs monstrueuses qu'on ne peut pas se permettre parce que sinon, ça consisterait à jeter de l'opprobre sur toute une nation et pourtant nous avons que ce Congo à protéger. Donc à cause d'une personne, on ne peut pas rabaisser toutes les institutions jusqu'à ce qu'on est en train de voir les dégâts qui sont en train de se créer au sein de la Cour. Donc ça profite toujours aux détracteurs, mais malheureusement, le sénateur Matata restera du bon côté de l'histoire. Je pense même, en étant en harmonie avec ma conscience, que le juge même de la Cour constitutionnelle savent que Matata n'a jamais volé même un 10 francs. Mais là, dans cette période des remises de 3 semaines, Matata, il pourrait déposer sa candidature? Il n'est pas interdit parce qu'il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. Et comme il est présumé, il bénéficie de la présomption d'innocence dans cette affaire, et il est un homme libre parce que jusque-là, le dossier encore sur son étude préliminaire,
Donc, rien n'empêche, en tout cas, à moins qu'on nous invente d'autres lois qui n'existaient pas et qui n'existeraient pas, mais le sénateur Matata, il est comme tous les déclarés candidats président de la République, ambitieux à déposer leur candidature, et la CENI, et la Cour constitutionnelle, et l'armée, et tous les services, personne ne peut bloquer. Et maintenant, cette remise-là, ça relève de négligence de la part des greffes, c'est ça? Pardon, vous dites? Donc, ça relève de la part de la négligence du greffier, c'est ça? Non, mais pas du tout, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui fait que jusque-là, la défense n'a pas accès au dossier de leurs clients? La fois passée, nous avons suivi ces procès en direct. Le président de la Cour constitutionnelle lui-même, il a autorisé, il a demandé au greffier de mettre tous les dossiers à la disposition des avocats. Curieusement, parce que pour moi, je suppose que ce dossier est vide et les avocats n'ont pas encore accès à ces dossiers. Mais on veut tout simplement, parce qu'il y a une campagne de salir la réputation d'un homme, et voilà, il fallait tout mettre. Mais malheureusement, il y a certains combats, même quand on cherche à salir l'autre, il faut le faire intelligemment. Mais quand on le fait seulement dans la précipitation, on tombe dans les erreurs qui coûtent et qui met malheureusement le pays à genoux aujourd'hui sur le plan de la justice. Je ne suis pas le premier à le dire, mais le chef de l'État lui-même l'a dit, qu'il y a un problème avec la justice et il faut refonder cette justice. C'est comme si la justice a trouvé que c'est un dossier vide. Vide, et on va tirer les choses à la longueur et malheureusement, pensant qu'ils vont déstabiliser les cas du sénateur Matata, parce que nous sommes concentrés aujourd'hui, nos quartiers généraux sont concentrés sur la question électorale et attirer l'attention sur le dossier judiciaire, on pense nous déstabiliser, mais je rassure quand même que de près comme de loin, tous les quartiers généraux des LGD et autour du sénateur Matata, nous restons très serrés et concentrés pour les échéances électorales. Voilà, vous êtes cadre du LGD Nord-Kivu. Nord-Kivu, il y a eu des massacres là. Qu'est-ce qui s'est passé, vous venez fraîchement de cette province. Ce qui s'est passé, c'est vraiment, ça fait froid au dos, ça nous ramène également à un questionnement très profond, parce qu'en réalité, c'est dont on a tué en grande partie, parce que je dois ici rappeler à l'opinion qu'il ne s'agit pas seulement des soi-disant Ouazalendou qui ont été tués, parce qu'il y a eu des civils innocents également des civils innocents. Tués. Donc il n'y a pas que les Ouazalendou. Il n'y avait pas que des Ouazalendou. Mais il y a des grandes questions qu'il faut se poser. Lesquelles, par exemple? Les Ouazalendou étant comme une secte, qui était reconnue comme une église, qui a vu le jour depuis 2014 dans la ville de Goma. Cette église existe avec tous les documents, même le Finlandais, comme, voilà, elle était localisée à un endroit que tout le monde connaissait. Quelques mois passés, ils ont commencé des actions non violentes, ils étaient toujours disciplinés, ils étaient accompagnés par la police, le maire de la ville, le gouverneur, ils ont fait leur démonstration dans la ville. Je suis d'accord qu'ils ont atteint un niveau de mobilisation de masse incroyable. Parce que avec une file de 3 personnes, vous pouvez vous rendre compte qu'ils sont en mesure de faire même 1 kilomètre ou 2 kilomètres sur la longueur. Et ça commençait à faire peur. Mais en les approchant, moi je ne partage pas leur foi, mais ils sont des Congolais qui pensent qu'il faut une renaissance de l'Afrique. Il faut que les Africains se prennent en charge. Il faut qu'on adore notre Dieu. Ça, ce sont leurs paix. Mais notre État étant laïque, il a autorisé cela. Ils ont mis une radio dans la ville de Goma. Ils ont commencé à prêcher leurs adeptes comme toute autre religion. Et ils ont crié, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Alors, curieusement, je dois rappeler même, à présent, si vous arrivez à Goma, il y a un rond-point qu'on appelle le rond-point Bédégel. Vous allez voir, je venais de suivre les informations, il y a des images qui sont brandies là dans le Bédégel, dans le rond-point, où on est en train de montrer les massacres. Et ça s'est passé, c'était la date de la commémoration du génocide à l'est du pays, les 2 août. Les 2 août qui fait également allusion à l'entrée du RCD Goma dans la ville de Goma. Ces gens-là étaient connus. Alors, il se pose maintenant une question sur la journée où ils ont dit nous allons demander le départ de la MONUSCO et de l'EAC. C'est ça la grande question, M. Kilolo. Moi-même qui vous parle, la dernière fois que j'étais dans cette émission, j'étais avec votre collègue Flavien Lumbala. Nous avions, à l'époque, j'étais président... Fabien Lumbala. À l'époque, j'étais président du Parlement de jeunes du Nord Kivu. Je venais du Nord Kivu comme je viens d'arriver et il fallait qu'on demande à la MONUSCO
Parce que le président lui-même l'avait déjà dit que le bilan était mitigé. Et nous, en tant que jeunesse, on a dit, on ne veut pas la violence, mais nous demandons à la MONUSCO de quitter notre pays. Vous savez ce qui nous est arrivé. C'est pratiquement ce qu'on est en train de voir. La MONUSCO elle-même est arrivée à entrer en contact avec certains compatriotes, malheureusement en perte de vitesse. Et moi, ça m'a coûté la prison. Être jugé 18 mois de condamnation sans avoir été invité à la justice. Ça s'est passé dans ma ville. Alors, quand on revient sur les cas de ce qui s'est passé, l'action était déjà annoncée. Et nous, dans la vie, je pense que les civils n'avaient aucune inquiétude parce qu'on a l'habitude de le voir quand ils annoncent. D'abord, ils sont non violents, ils ne sont pas agressifs, ils ne parlent à personne quand ils sont sur les artères. Les Ouazalendo, là. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent à personne. Ils sont pieds nus. Souvent, ceux qui ne résistent pas, ils mettent seulement des chaussettes, pas de chaussures. Ils sont là en train de faire leur marche. Ils ont déjà égorgé une chèvre au milieu du rond-point BDG, en présence du gouverneur militaire, en présence du maire de la ville. Pour eux, voilà, c'est leur croyance. Alors, quand ils ont dit qu'ils sont là, cette fois-ci, pour demander le départ de l'EAC et de la MONUSCO, ils ont l'habitude de faire un rassemblement du départ quand ils ont une manifestation aux environs de 5 heures. Il y a certains qui avaient passé nuit à la radio parce que déjà à 4 heures, entre 3h30 et 4h, c'est là que le premier assaut a été mené. Et le premier assaut a été mené par, bien entendu, parce que les preuves sont là, par des brigades différentes. Soit en disant que dans cette église, dans cette radio, il y avait des gens qui préparaient à saboter la ville et on a parlé que le M23 serait enfermé dans la radio et au niveau de l'église. Ce n'est pas grave. Les services de sécurité peuvent faire ça. Mais la bonne question ici, quand on se rend compte que même en entrant dans la radio là, on n'a pas trouvé le M23, on n'a trouvé aucune arme. Mais semble-t-il que les Ouazalendo auraient tué même des policiers, c'est ce qui a envenimé la situation. Ça, c'est ce qui s'est passé, c'est que entre 3h30 jusqu'à 5h, il y avait déjà des morts. Et de morts, leurs compatriotes, comme je vous ai dit, ils ont l'habitude de faire les rassemblements. Les cellules de mobilisation commençaient à venir dans tous les sens des quartiers pour qu'ils se retrouvent dans un endroit des rencontres. Alors, il y avait également, ils étaient déjà informés qu'il y a 2 morts qu'on vient de tirer sur eux. Mais il y a un aspect fondamental sur lequel je voulais insister. On se poserait la question pourquoi ils ne sont pas rentrés quand ils ont appris qu'on venait de tuer leurs collègues et que l'armée était sur les artères principales. Parce que quand vous suivez leur prédication, on les a amenés dans une croyance que même si on tirait sur vous, les balles ne vont pas pénétrer. Et le gouvernement congolais est conscient qu'il y a des gens comme ça au Nord Kivu parce que ce n'est pas pour rien que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, quand il était passé à Goma, lui-même il a dit tous ceux qui s'appellent des Ouazalendo armés sont des réservistes. Bon, on ne sait pas comment le gouvernement a défini ça. Mais il faut reconnaître que ces gens qui avaient annoncé la marche, c'était des Ouazalendo non armés. Ils étaient considérés comme des réservistes aussi. Non, mais eux, ils sont non armés. Ce qui était considéré, selon le ministre de l'ESI, parce que ça n'a jamais été officiellement annoncé, ce sont des Ouazalendo armés. Et c'était des groupes différents. Alors, voilà comment, en trouvant les policiers qui étaient également dans le riz, dans cette matinée-là, le premier policier qui a été lynché, que je condamne fermement parce que les services de sécurité doivent être respectés dans notre pays, et on a tué ces policiers. Nous condamnons cela et nous condamnons fermement les actes qui ont été posés par l'armée congolaise, parce qu'il s'agit bien de l'armée congolaise. Le policier qui a été lynché, il a tué il a abattu en premier le fils du chef spirituel de cette secte. Parce que le chef spirituel, lui, était déjà arrêté au niveau de la station. Il a été trouvé dans la station dans cette matinée-là. Voilà comment c'était comme une vase qui a déversé et c'était ça créait maintenant de la panique. Mais la bonne question ici, parce que les services de sécurité ne sont pas gérés comme on peut gérer un club de football. Les services de sécurité, avant d'aller opérer, ils ont toutes les informations. Il y a également des contre-vérifications des informations. Si c'est vrai, à cause d'une information disant que dans cette église, dans cette radio, il y avait le M23, la bonne question ici, l'information était venue d'où?
comment on a procédé pour vérifier et se rassurer de la véracité de cette information. Et voilà ce qui s'est passé dans la ville de Goma. Alors maintenant, il y a une forte délégation qui est sur place, composée du ministre de l'Intérieur, de la Défense, ministre des droits humains. Est-ce que ça rassure? Si ça allait rassurer, la délégation du gouvernement n'allait pas essuyer des pierres dans la ville de Goma. Ce qui allait rassurer, d'abord j'encourage les chefs de l'État d'avoir pris cette option. Parce que je pense, moi je reste convaincu qu'il y a des gens qui ont fait ça et qui voulaient faire un sabotage au chef de l'État. Je m'imagine qu'il ne peut pas être impliqué dans ce genre d'histoire. Et c'est pourquoi il est lui-même énervé de voir ça. Dépêcher une délégation, c'est une bonne chose. Mais ce qui allait rassurer à cet instant, est-ce que vous savez, monsieur le journaliste, que même des personnes blessées qui ont subi des coups de balle, on les a jetés dans l'hôpital militaire. Même l'assistance la pose problème. Et il y a des gens qui sont en train de mourir de blessures parce qu'on n'arrive pas à les soigner. La première décision, c'est qu'on devrait d'abord prendre en charge tous les blessés. C'est rassurer que même le corps là, bien qu'on n'a pas encore des statistiques claires sur les personnes qui ont été abattues, qu'on arrive quand même à sécuriser parce que la Constitution, ce n'est pas Johnson qui va le dire, mais la Constitution congolaise dit que la vie, elle est sacrée. Alors, il faudrait qu'on arrive à ce niveau. Deuxièmement, je pense que le gouverneur, qui a également les attributions des opérations militaires, il n'y a aucune opération qui peut se faire dans une province que lui-même gère sans être préalablement informé. Les gouverneurs militaires qui gèrent l'état des sièges, on aimerait bien qu'ils soient interpellés pour qu'ils disent à la nation qu'est-ce qui s'est passé. Deuxièmement, sur le front, là où on était en train de tuer les gens, le maire de la ville, qui est également un policier, il s'est retrouvé dans une opération au milieu des brigades, des unités spéciales qui sont venues opérer. Alors, toutes les bonnes questions se posent. Si dans cette matinée, le maire de la ville, pour la toute première fois, parce que moi je suis de près ce qui se passe à Goma, pour la toute première fois, le maire de la ville se trouve dans une opération comme ça. Pour la toute première fois, un responsable de la DGM, ville de Goma, DGM, direction de migration. Qu'est-ce que vous venez faire dans une matinée pour une opération spéciale? Pire encore, quand le maire de la ville arrive, il y a des arrestations qui sont faites devant l'église, des adeptes qui étaient là. Mais on entend le maire de la ville lui-même donner l'ordre qu'on doit brûler cette église. Malheureusement, dans cette église, il y a des personnes qui ont été calcinées et des os sont sortis. S'il faut qu'on apaise les gens, la première des choses serait d'abord que les chefs de l'État prennent les décisions courageuses d'interpeller le gouverneur, le maire de la ville, les responsables de l'ANER, parce que ce sont eux qui gèrent l'intelligence des informations, les responsables de la DGM qui a été retrouvée sur les liens des crimes, et qu'on arrive à relaxer tous ceux qui ont été arrêtés parmi les adeptes là, parce qu'ils sont une centaine qui ont été arrêtés, et qui malheureusement encore, pour énerver l'opinion, on vient d'organiser un procès pour juger ceux qui ont été arrêtés, dont même, je veux vous dire, parmi ceux qui étaient arrêtés, il y a des maris dont les femmes et les enfants ont été tués. Ils sont dans la morgue. Donc ils sont doublement sanctionnés. Ils sont doublement punis. Qui peut accepter ça? Et voilà, je pense que la délégation, elle est là, mais elle doit savoir que nous suivons cette question de près. Troisièmement, aujourd'hui, ce qui se passe dans la ville de Goma, il faut que le gouvernement joue à une forte souplesse. La jeunesse de la ville de Goma, c'est parmi les rares jeunesses qui a soutenu, depuis les débuts de ces affrontements, de cette guerre d'agression, qui a soutenu les FARDC. Vous pouvez vous imaginer, la guerre est à quelques kilomètres de Goma, mais les jeunes quittent la ville avec de l'eau, avec des biscuits, avec du pain, pour aller rejoindre les forces armées. Voilà la communion qui a existé dans cette ville. Et voilà pourquoi cette ville ne s'est jamais retrouvée dans le main de l'ennemi. Mais maintenant, ce qui s'est passé, on doit savoir c'est venu d'où, parce qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse que ça serait également un jeu de l'ennemi, mais cet ennemi est passé par quelle main? Parce qu'on a toujours dit que l'ennemi extérieur ne peut jamais avoir de la force s'il n'a pas de complices à l'intérieur. Et là, on est en train d'assister à une fissure d'une confiance de l'armée avec la jeunesse qu'il faut vite consolider. L'émetteur de cette radio-là,
Parce que tous ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas été arrêtés parmi les grands responsables de cette église, aujourd'hui sont en insécurité terrible. Alors s'il faut qu'on fasse également des actions courageuses, remettez les metteurs, demandez à ces responsables d'être sécurisés et qu'ils lancent quand même des messages d'apaisement. Je pense que comme ça, on peut rattraper. Merci beaucoup, c'est vraiment une intervention très émouvante. Vous qui veniez de là, les autorités vont prendre des mesures appropriées. Merci à vous, M. Ishara. Merci également à vous. Merci à la rédaction des téléséquences. Voilà, tout de suite, M. Kyungu, sans blague. Tout de suite.